Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le cours de la chimiothérapie antivirale et on verra ensemble les principes du traitement antiviral. C'est un cours un peu long mais on va essayer de le résumer au fur et à mesure. Sans trop tarder, on commence tout de suite. Pour l'introduction, donc faut savoir que l'émergence d'infections virales dangereuses et mortelles a motivé les scientifiques pour faire des recherches, pour développer de nouvelles molécules et de nouveaux concepts en thérapie antivirale. Avant d'entamer le cours, il faut avoir quelques notions de base. Donc, par exemple, la structure des virus, en particulier celui du VIH, et le cycle de réplication des virus. Voilà, donc celui-là, c'est le VIH. Il est composé de deux brins d'ARN dans un viral, le tout protégé par une coque de protéines qu'on appelle la capside. Cette dernière est elle-même entourée par une enveloppe membraneuse, elle est munie de protéines virales. On doit se concentrer beaucoup plus sur le GP120 et le GP41. Ces deux sont une cible de traitement antiviral. Alors ça, c'est pour le premier point. On passe au deuxième point qui est le cycle de multiplication intracellulaire du virus. La multiplication virale, c'est un phénomène complexe au cours duquel le virus va détourner la machinerie cellulaire à son profit. Donc il faut savoir que les virus ne peuvent pas se multiplier par eux-mêmes. Ils doivent s'introduire dans la cellule cible et c'est elle qui va fabriquer les nouveaux virus. La multiplication virale comporte 6 étapes primordiales. Donc la première, quand vous voyez, c'est l'attachement. Donc cet attachement se fait par une structure de la capside pour les virus nus et par les glycoprotéines d'enveloppe pour les virus enveloppés comme le GP120 pour le VIH. La deuxième étape, c'est la pénétration. Donc le virus pénètre à l'intérieur de la cellule. La troisième étape, c'est la décapsidation. Donc les structures virales vont être dégradées à l'exception du génome qui, débarrassé de la capside, se trouve libéré. La quatrième étape, c'est la réplication. Le virus se substitue en partie ou bien en totalité au génome cellulaire et par la suite doit être transcrit, traduit et répliqué. Et puis la cinquième étape, c'est l'assemblage et la maturation. Là, les nouveaux génomes fabriqués par la cellule s'entourent de nouvelles protéines virales fabriquées par la cellule, c'est l'encapsidation. Et puis enfin, la sixième étape, c'est la libération des virus. Ces 6 étapes sont les cibles des antiviraux. C'est pour ça que c'est très important de connaître les étapes du cycle. On commence par les différentes classes d'antiviraux. Donc on commence par les inhibiteurs de la pénétration. Qui dit pénétration dit la première étape du cycle cellulaire. On commence par le CD4 soluble. C'est quoi ce CD4 soluble? C'est une protéine qui a la même forme que celui des LT, qu'il se lie de manière compétitive avec le GP120 pour empêcher la liaison de ce dernier avec les cellules immunitaires, bloquant ainsi la reconnaissance virale du CD4 et l'entrée ultérieure du VIH dans les cellules. Et puis on a les antagonistes du corécepteur CCR5, par exemple le Maraviroc. Ce CCR5 se trouve sur quelques cellules immunitaires. Le VIH utilise ce corécepteur pour rentrer dans les cellules cibles. Cet antagoniste se fixe sur la région transmembranaire du CCR5, gênant la fixation du GP120. La fixation de l'antagoniste dans la région transmembranaire engendre une modification conformationnelle du CCR5. Voilà une image pour mieux comprendre. Voilà l'image, on voit très bien que le Maraviroc a changé complètement le site de liaison du CCR5. Voilà. On passe aux inhibiteurs de fusion. Pour ça, on a un seul exemple, l'enfuvirtide ou bien le T20. Donc le T20, c'est un peptide synthétique qui, se liant à GP41 du VIH, empêche le changement de conformation requis pour la fusion de l'enveloppe avec la membrane de la cellule. Il inhibe ainsi l'entrée du HIV dans les cellules hôtes. Ce qu'on doit retenir là, c'est que le T20 agit au niveau du GP41 du VIH et inhibe sa fusion. Voilà. L'amantadine et la rémantadine. Les deux molécules sont actives sur le virus de la grippe type A.
en bloquant le canal ionique de la protéine virale M2. Là, voici la protéine M2, c'est une protéine membranaire du virus. Elle forme une viroporine des protéines H+. L'amantadine et la rémantadine agissent au niveau de cette protéine. C'est des antiviraux. Il inhibe cette dernière en inhibant la libération du génome viral et donc la décapsidation. Alors, on est arrivé à la classe des inhibiteurs de la réplication. C'est la classe de médicaments la plus importante actuellement dans la chimiothérapie antivirale. On commence par les analogues des nucléosides. Avant d'entamer ça, il faut savoir déjà la différence entre un nucléoside et un nucléotide. Comme vous voyez, la liaison d'une base azotée avec un des sucres donne un nucléoside. Par contre, la liaison d'un nucléoside plus phosphate donne un nucléotide. Ce dernier, c'est un élément constitutif d'ADN et ARN. Par contre, le nucléoside, ce sont des précurseurs. Voilà, on voit très bien un ADN qui est constitué de plusieurs nucléotides. Pour le mode d'action des analogues de nucléosides, donc on a l'inhibition compétitive et la terminaison de chaîne. L'inhibition compétitive, c'est entre les nucléotides normaux et les nucléotides synthétiques. Voilà pour l'inhibition compétitive, on voit très bien que l'inhibiteur empêche la réaction avec le substrat naturel et donc la production de nouvelles molécules ou bien de nouveaux produits. La terminaison de chaîne. On incorpore tout simplement un analogue dépourvu d'un OH, ce qui provoque une terminaison de la synthèse de la chaîne et donc un effet antiviral. Voilà. Donc, pour les différentes classes d'inhibiteurs nucléosidiques, on commence par les analogues nucléosidiques par substitution du sucre. Dans le premier exemple qui est l'acécloguanosine, acéclovir ou bien le Zovirax. L'acéclovir, c'est un traitement connu, normalement vous connaissez, on l'utilise pour le traitement des infections herpétiques. Donc cet acéclovir est un analogue structural de la guanosine. C'est quoi la guanosine? C'est un nucléoside formé d'une base de la guanine et ainsi qu'il ribose. Mais dans ce cas, la base est bien présente, mais le sucre est remplacé par une structure acyclique. C'est pour ça qu'on l'appelle acéclovir. Donc, quand le virus est en train de produire son matériel génétique, il aura besoin de la guanosine et il utilisera l'acéclovir. Quand il l'incorpore, ça va entraîner l'inactivation de l'ADN polymérase. Donc, l'acéclovir, c'est un inhibiteur nucléosidique ne présentant pratiquement pas de cytotoxicité. Parce que, premièrement, la phosphorylation de l'acéclovir en acéclovir monophosphate n'est réalisée que par la thymidine kinase virale. Les deux suivantes sont assurées par des kinases cellulaires. Ainsi, le produit actif, l'acéclovir triphosphate, n'est présent que dans les cellules infectées. Deuxièmement, parce que l'affinité de l'ADN polymérase virale pour l'acéclovir triphosphate est plus élevée que celle de l'ADN polymérase cellulaire. Pour le ganciclovir, donc cette molécule diffère de l'acéclovir par la jonction d'un groupement hydroxyméthyle en position 3. Le ganciclovir est phosphorylé par une phosphotransférase codée par le cytomégalovirus dans la cellule infectée. Le ganciclovir est donc un traitement de choix de l'infection à CMV. C'est un antiviral qui est toxique, malheureusement, c'est une toxicité médulaire qui n'est utilisée que dans le traitement des infections sévères chez les immunodéprimés, au cours du sida ou après une greffe. Valaciclovir et famciclovir sont des dérivés à biodisponibilité orale améliorés par rapport au ganciclovir et son dérivé penciclovir. On passe aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Je pense que c'est les plus utilisés et les plus anciens, surtout en ce qui concerne l'infection par le VIH. Ils bloquent l'enzyme permettant la synthèse d'ADN complémentaire à partir d'ARN viral. Dans la majorité des cas, ils sont à la base de toute trithérapie qui en contient généralement 2 associés à un troisième médicament issu d'une autre classe. Voilà des exemples d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. On a le zédovudine,
lamivudine, abacavir, didanosine, stavudine et zalcitabine. Le HIV ne codant aucune kinase, les analogues sont phosphorylés par les kinases cellulaires. Pour la toxicité, donc les analogues inhibent l'ADN polymérase mitochondriale et entraînent à long terme le développement de toxicités diverses. Pour l'azidotémisine, il provoque une toxicité hématologique, des anémies et des neutropénies. Pour le DDI, le DKT et le DDC causent des neuropathies périphériques douloureuses. Pour le DDI et les DKT causent des pancréatites aiguës. L'arrêt du traitement est obligatoire si on a cette complication. Là, on voit la structure chimique de quelques analogues nucléosidiques, l'aciclovir et le ganciclovir. On voit très bien que le cycle formant le sucre est absent. Et les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse du HIV, voilà, on a la zidovudine, lamivudine, abacavir, didanosine, stavudine et zalcitabine. Donc, on a terminé avec les analogues nucléosidiques par substitution du sucre. On a mentionné les trois exemples, la cycloguanosine, le ganciclovir et les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Maintenant, on passe aux analogues nucléosidiques par substitution de la base. Et là, on va mentionner que la ribavirine. Donc, ce qu'on doit savoir et comprendre et surtout retenir, c'est que la ribavirine, c'est un antiviral utilisé surtout dans le traitement des hépatites C chroniques. Il faut également savoir que c'est un analogue nucléosidique de la guanosine. Le sucre, c'est le ribose et la base dérive de la guanine. En ce qui concerne la toxicité, donc la ribavirine est toxique pour les globules rouges et elle est contre-indiquée en cas de grossesse. Ça, c'est pour les analogues nucléosidiques. Pour les analogues nucléosidiques, donc ce sont des molécules monophosphatées qui nécessitent deux phosphorylations successives par des kinases cellulaires. Ceci fait leur mécanisme d'action est similaire à celui des analogues nucléosidiques. Ces molécules sont actives sur le VIH, sur le VHB, l'adénofovir et le tenofovir ou sur le cytomégalovirus. Donc j'ai réalisé un tableau comparatif de ces trois molécules pour mieux assimiler. Voici le tableau. Donc pour l'adénofovir et le tenofovir, c'est des analogues de l'adénosine. Pour le cidofovir, c'est un analogue de la cytosine. L'adénofovir et le tenofovir, c'est des inhibiteurs de la rétrotranscriptase. Par contre, le cidofovir, c'est un inhibiteur de l'ADN polymérase. L'adénofovir, il est utilisé surtout pour le traitement des hépatites B chroniques. Le tenofovir, il est utilisé pour la prise en charge du VIH, mais aussi de l'hépatite B. Le cidofovir, utilisé surtout pour traiter les infections par le CMV. En ce qui concerne l'adéfovir et le cidofovir, ils sont néphrotoxiques, surtout si utilisés à long terme. On passe aux analogues non nucléosidiques. Donc, ces molécules agissent en bloquant directement l'activité de l'ADN polymérase en se fixant au niveau d'un site très proche du site catalytique. On verra tout de suite comment. Voilà la transcriptase inverse, constituée de deux sous-unités. Voici le site actif. Cette cavité représente un site de liaison autre que le site actif, donc c'est pas le site actif. Et là, c'est l'inhibiteur non nucléosidique. Il va se fixer sur cette cavité. Et ça va engendrer une modification de la structure du site actif, qui sera plus fonctionnel. Voilà le avant-après. Alors, comme on vient de voir, l'inhibiteur se fixe sur l'enzyme et bloque son action. On reconnaît quelques molécules comme la nivirapine, les favirenz et des lavirdines. Leur activité est importante uniquement sur le HIV-1, mais à cause de l'apparition rapide d'une résistance, ces produits ne sont utilisés qu'en association avec des inhibiteurs nucléosidiques et
ou des antiprotéases. Ce sont des inhibiteurs puissants, actifs à des concentrations extrêmement faibles et une faible toxicité cellulaire. Ils sont quasi exclusivement métabolisés dans le foie. Les analogues de pyrophosphate, le foscarnate ou bien acide phosphonoformique. Le foscarnate est un analogue de pyrophosphate inhibant l'ADN polymérase du CMV sans être métabolisé dans la cellule. Il forme un complexe avec l'ADN polymérase au site de fixation du pyrophosphate, empêchant ainsi la séparation entre pyrophosphate et nucléoside triphosphate et inhibant l'extension. Son indication principale, donc elle est utilisée en perfusion dans les infections ACMV, herpès et varicella zoster, devenus résistants à l'aciclovir chez les patients immunodéprimés. Pour les effets secondaires, donc c'est toxique pour le rein et l'hypocalcémie. Donc brièvement, le foscarnate, c'est un analogue de pyrophosphate. Il inhibe l'ADN en formant un complexe avec l'ADN polymérase et inhibe son extension. Il est indiqué dans les infections ACMV et herpès et varicella zoster. Pour les effets secondaires, donc il est toxique pour le rein et il cause une hypocalcémie. Donc on a terminé avec les inhibiteurs de la réplication, on passe aux inhibiteurs de la maturation. Les inhibiteurs de la protéase. Donc la protéase, elle permet le clivage et l'assemblage des protéines virales. C'est un processus qui est indispensable à l'obtention du virus infectieux. Donc on obtient dans ce cas-là des virions incapables d'infecter de nouvelles cellules. Voilà. On va lire. Donc la protéase du HIV a pour rôle de cliver les précurseurs protéiques pour générer des protéines actives. Sans ce clivage, les particules virales produites ne sont pas infectieuses. C'est ce qu'on avait dit. Les inhibiteurs de la protéase, les IP, sont des peptidomimétiques de synthèse qui se logent dans le site actif de l'enzyme et bloquent son activité. Donc les exemples, nelfinavir, darunavir, ritonavir et lopinavir. Les inhibiteurs de protéase sont métabolisés par le système enzymatique de cytochrome P450, une famille d'enzymes surtout présente dans le foie. Alors, on arrive à la dernière étape qui est la libération. Alors, on va voir les inhibiteurs qui agissent à cette étape. On fait d'abord un rappel sur la structure du virus de la grippe. On voit les protéines antigéniques présentes à la surface, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Alors l'hémagglutinine a pour rôle de fixer le virus à la cellule. Par contre, la neuraminidase joue un rôle dans la libération en rompant la liaison de l'hémagglutinine et la cellule et facilite la diffusion de nouveaux variants. Le zanamavir et oseltamavir font quoi alors dans ce cas? Tout simplement, ils inhibent la neuraminidase et donc le processus de libération. On arrive aux méthodes d'étude de la sensibilité aux antiviraux. Donc ces méthodes ont pour but de savoir si le virus est sensible ou bien résistant aux antiviraux. On a les méthodes phénotypiques et les méthodes génotypiques. La recherche d'une résistance est importante pour guider la thérapeutique. On commence par les méthodes phénotypiques. Donc il s'agit de la mesure in vitro de l'activité inhibitrice d'un antiviral. Ces tests permettent de déterminer si un virus est sensible ou bien résistant à un antiviral, en cultivant in vitro le virus en présence de concentrations croissantes d'un antiviral testé. Ils permettent de définir la concentration de l'antiviral inhibant 50% et 90% de la réplication virale in vitro. Ce sont les concentrations inhibitrices, donc CI50 et CI80. Pour les tests phénotypiques classiques, donc ces tests nécessitent l'isolement préalable du virus, on l'isole, puis ce virus est cultivé à différentes dilutions en présence d'une gamme de concentrations croissantes de l'antiviral à tester, puis l'inhibition de la réplication est évaluée après 5 à 10 jours de la culture, dans le surnageant des cultures, de la production d'antigènes virales ou de l'activité enzymatique.
Les concentrations inhibitrices sont alors calculées à l'aide de logiciels informatiques. Les tests recombinants, donc Recombinant Virus Assay, RVA, c'est la technique la plus utilisée pour le VIH. Elle repose sur la production de virus recombinants à partir de l'ARN plasmatique. Elle consiste, après extraction de l'ARN viral du plasma, à amplifier par RT-PCR le gène de la RT, ou bien reverse transcriptase, c'est la transcriptase inverse, ou de la protéase, puis à co-transfecter ou cloner ce fragment amplifié dans des cellules eucaryotes réceptrices avec un plasmide, le PHXP2, contenant le génome du VIH, délété des gènes testés. On obtient un virus recombinant qui sera cultivé en présence d'antirétroviraux et dont on déterminera les concentrations inhibitrices à 50% et 90%. Cette technique a beaucoup d'avantages. Elle permet d'éviter l'isolement du virus en culture de cellules qui demande beaucoup de temps et permet aussi d'effectuer des tests phénotypiques sur des virus difficiles à isoler du plasma. Donc ça c'est pour les méthodes phénotypiques. Maintenant on passe aux méthodes génotypiques. Voilà. Donc ces méthodes, c'est des tests qui cherchent à trouver des mutations dans le génotype du virus qui sont associées aux résistances. Donc ces tests, les tests génotypiques sont destinés à mettre en évidence les mutations qui ont été reconnues comme étant associées à la résistance du VIH-1 aux différents antirétroviraux. Il s'agit de la détermination de la séquence nucléosique d'une région du génome viral impliquée dans la résistance. La méthode de référence est l'analyse par séquençage des gènes à l'aide de séquenceurs automatiques. Se basant sur le principe de Sanger, les tests qui analysent les mutations présentes sur le gène RT, reverse transcriptase, le gène PROT qui code pour la protéase ou le gène intégrase sont les plus utilisés. Les tests génotypiques offrent l'avantage de leur plus grande disponibilité, donc laboratoire de virologie et société de services, et de la relative rapidité d'obtention des résultats, donc inférieure à 7 jours. Pour la méthode, le séquençage génomique porte sur les gènes RT, protéase et tout. Nous procédons à l'extraction de l'ARN viral, puis à l'amplification de cet ARN par deux types de PCR, RT-PCR et PCR niché, pour chacun des 3 gènes du virus infectant le patient. Par la suite, le séquençage est réalisé sur les amplifias obtenus afin de déterminer le sous-type viral et d'identifier les mutations de résistance. Pour l'interprétation, c'est pas très important. Il y a des algorithmes d'interprétation spécifiques pour ça. Pour la surveillance virologique du traitement antiviral, donc la mesure in vivo de la décroissance de la charge virale, tout simplement et logiquement, donc si on a une décroissance de la charge virale sous traitement, ça veut dire que le traitement est efficace. Si dans l'autre cas, s'il y a augmentation des charges virales sous traitement, c'est-à-dire on doit suspecter une émergence de souches de virus résistantes. Et dans ce cas, on doit faire le test génotypique, les techniques qu'on avait dit avant. De la chimiothérapie antivirale, on a surtout la cytotoxicité. Donc, on avait cité avant surtout la néphrotoxicité en ce qui concerne beaucoup d'antiviraux. Parfois, ça oblige à diminuer les doses et même à l'arrêter. Il y a aussi l'émergence de mutants résistants, donc par l'utilisation prolongée des antiviraux et l'état immunitaire du patient. Et on a aussi la latence, c'est-à-dire les antiviraux sont virostatiques. Ils n'agissent que sur les virus qui sont en cours de multiplication et au cours de reproduction. Donc, ils se limitent à la phase aiguë. Le virus latent s'échappe. Et également le spectre d'activité qui est très étroit, donc il n'y a pas encore de molécules antivirales qui sont efficaces à large spectre. Et enfin, pour conclure, donc plus la variabilité virale est importante, plus le risque de sélectionner une souche résistante préexistante est grand, plus la molécule est efficace, plus le risque de résistance diminue. L'observance au traitement s'avère être un paramètre clé dans la prévention de la résistance.
La combinaison d'antiviraux peut se révéler indispensable pour les virus ayant un niveau de réplication et un taux de mutation élevé. Cette nécessité se révélera indispensable pour les traitements de longue durée. Et l'utilisation irraisonnée de molécules antivirales conduit inexorablement vers la sélection de virus résistants pouvant se révéler encore plus néfastes que la souche initiale. Alors on est arrivé à la fin du cours, j'espère qu'il était bénéfique pour vous. Je vous remercie et je vous dis bon courage.